8h, vous regardez le 7-9 de Média TV. C'est une nouvelle heure d'information qui commence. Au programme, l'économie, la revue de presse. Mais tout de suite, le journal. Voici les titres. En Irak, Nouri al-Maliki jette l'éponge. Le Premier ministre sortant abandonne finalement le pouvoir 3 jours après la désignation de son successeur. C'est un pas historique selon l'ONU. Sur le terrain, l'offensive des djihadistes de l'État islamique se poursuit. Mais les Américains affirment avoir brisé leur siège dans les monts Sinjar. L'Organisation mondiale de la santé lance un cri d'alarme. L'épidémie d'Ebola, qui a fait à ce jour plus de 1000 morts, serait largement sous-évaluée. Une réponse massive de la communauté internationale apparaît nécessaire. Les services sécuritaires marocains et espagnols travaillent de concert pour lutter contre le terrorisme. Ils viennent de démanteler une cellule qui recrutait des djihadistes pour aller combattre en Irak et en Syrie. Ses membres étaient actifs à Tétouan, Fnidek et Fès. On commence ce journal avec l'actualité internationale. Tout d'abord, en Irak, la situation politique évolue. Nouri al-Maliki se résout finalement à abandonner le pouvoir. Il renonce donc à un 3e mandat. Pendant ce temps, sur le terrain, les États-Unis seraient parvenus à briser le siège des djihadistes dans les monts Sinjar. Manal al-Ardari. Nouri al-Maliki renonce officiellement au pouvoir. Dans une allocution télévisée, il a annoncé son soutien à son successeur Haïdar al-Abadi, désigné il y a 3 jours par le président Fouad Massoum. L'ex-homme fort de Bagdad, critiqué pour son autoritarisme, a été forcé d'abandonner son poste. C'est un pas historique selon l'ONU. J'annonce aujourd'hui le retrait de ma candidature au profit du frère Haïdar al-Abadi pour le bien de notre pays. Je resterai un combattant qui défend l'Irak et les Irakiens. Je défendrai fermement et avec courage les droits des citoyens et notamment les droits des opprimés. Pour contrer l'avancée de l'État islamique qui sévit dans le pays, une réunion des ministres européens des Affaires étrangères est prévue ce matin à Bruxelles. Il est question de trouver un accord politique sur les livraisons d'armes aux Kurdes irakiens. La Grande-Bretagne examine déjà cette possibilité. Pour leur part, les États-Unis se félicitent d'avoir brisé le siège des monts de Sinjar, là où s'étaient réfugiés des milliers de Yazidis. Pour résumer, la situation dans les montagnes s'est beaucoup améliorée et les Américains devraient être fiers de nos efforts. Grâce au talent et au professionnalisme de nos armées et à la générosité de notre peuple, nous avons brisé le siège de l'EI dans les monts de Sinjar. Nous avons aidé les personnes vulnérables à se mettre en sécurité et nous avons sauvé beaucoup de vies. Les États-Unis estiment que les réfugiés sont moins nombreux et vivent dans de meilleures conditions que prévu. Dans les camps de réfugiés, la précarité est flagrante. Personne ne nous soutient. Ce qui nous arrive est insupportable. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Nous ne demandons rien. Nous voulons la paix. Depuis le 9 juin, l'offensive des membres de l'État islamique a chassé des milliers de membres des minorités chrétiennes et yazidis de leur ville, notamment de Sinjar et de Karakosh. Un point maintenant sur la situation à Gaza. Après des craintes suscitées par les violences de la nuit dernière, la trêve semble finalement tenir. Gaza revient à un semblant de vie normale, même si les habitants restent sceptiques quant à l'issue des négociations. Le cessez-le-feu prendra fin lundi. Côté israélien, au moins 10 000 personnes se sont rassemblées hier à Tel Aviv pour exiger du gouvernement une solution durable au conflit avec le Hamas. Certains réclamaient la paix et d'autres l'occupation immédiate de Gaza. Par ailleurs, c'est une information du Wall Street Journal. Israël aurait reçu le mois dernier des armes en provenance du Pentagone sans l'accord de la Maison-Blanche. Selon le journal, cela illustre le manque d'influence du gouvernement américain sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les pays africains en proie à l'épidémie d'Ebola font le constat de leur impuissance à enrayer la progression du virus. Le Nigeria a enregistré un 4e mort hier dans la capitale économique, Lagos. L'état d'urgence sanitaire a été déclaré en Guinée, en Sierra Leone, au Libéria et au Nigeria. Pour l'instant, on dénombre 1069 morts, mais l'Organisation mondiale de la santé s'est alertée hier. L'ampleur de l'épidémie serait largement sous-évaluée, selon elle. Elle continue à s'étendre et nécessite une réponse massive de la communauté internationale.
Au chapitre de la lutte antiterroriste, une nouvelle opération de la police judiciaire marocaine en collaboration avec les services de sécurité espagnols. Une cellule vient d'être démantelée. Elle était chargée de recruter des djihadistes et de les envoyer combattre aux côtés de l'État islamique en Syrie et en Irak. 9 personnes sont mises en cause. Pour embrigader, elle s'activait à Tétouan, Fnidek et Fès. Les personnes recrutées bénéficient ensuite d'entraînements militaires intenses pour les former au maniement d'armes et aux techniques de fabrication d'explosifs et de voitures piégées. Après quoi, elles devaient exécuter des opérations suicides ou combattre sur différents fronts. L'enquête a montré que les membres de cette cellule s'apprêtaient à exécuter des actes terroristes à l'intérieur du royaume en utilisant des armes à feu et des explosifs. Et après ces arrestations, l'Espagne s'est exprimée au sujet de la lutte antiterroriste et s'est félicitée de l'étroite collaboration entre Madrid et Rabat. La stratégie mise en place par les deux pays consiste à réaliser un effort d'anticipation et de lutte contre la menace terroriste à caractère djihadiste, a déclaré le ministère intérieur de l'Espagne espagnol dans un communiqué. Autre domaine dans lequel l'Espagne et le Maroc coopèrent, la lutte contre l'immigration clandestine. Hier encore, 250 personnes originaires d'Afrique subsaharienne ont tenté de rentrer à Melilla. Certaines sont restées juchées des heures sur la clôture en espérant être recueillies par les autorités espagnoles. Nombre d'entre elles ont toutefois été reconduites en territoire marocain. Amnesty International dénonce d'ailleurs la persistance des expulsions illégales à Melilla et demande au gouvernement espagnol de garantir le droit d'asile. On va revenir plus en détail aujourd'hui sur la lutte contre le trafic de drogue. Depuis plusieurs années, le Maroc en a fait un cheval de bataille. Le royaume a commencé par réduire les superficies de terre consacrées à la culture de cannabis. En seulement 7 ans, elles ont diminué de 65%, des efforts reconnus par la communauté internationale. Amina Bedralek. Au Maroc, la stratégie de lutte anti-drogue a fait ses preuves. Les organismes internationaux ont salué les efforts du royaume. Des efforts comme ces démarches volontaristes avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Objectif, réduire progressivement la culture et le trafic du cannabis. Un pari réussi, les superficies cultivées en cannabis ont diminué de 65% entre 2003 et 2010. Le gouvernement marocain a adopté en 2009 un programme de développement alternatif intégré dans les régions de culture de cannabis. Programme qui s'est doté d'un budget de plus de 70 millions de dollars pour cibler 74 communautés rurales. La stratégie de lutte anti-drogue marocaine a permis la saisie au cours des 6 premiers mois de 2014 de plus de 100 tonnes de Chira. Elle a aussi mené au démantèlement de 98 réseaux de trafic. Pour faire face aux réseaux internationaux de trafic de drogue, le royaume a dû collaborer avec des pays du voisinage euro-méditerranéen, comme l'Espagne, la France et le Portugal. Le royaume a aussi reçu un grand soutien de la part du gouvernement américain, qui lui a donné les équipements et la formation nécessaires pour s'engager dans cette lutte. Toujours au sujet du trafic de drogue, l'Algérie s'en est récemment pris au Maroc dans des déclarations. Pour en parler, nous sommes en ligne depuis Paris avec Charles Saint-Pro, directeur de l'Observatoire d'études géopolitiques à Paris. Bonjour Monsieur Saint-Pro. Bonjour. Alors pourquoi de telles déclarations de l'Algérie et dans quel contexte ? Bien, on pourrait s'étonner à l'heure où le monde arabe connaît les crises terribles que l'on connaît, que ce soit à Gaza ou en Irak ou ailleurs, que le régime algérien et la presse algérienne, qui, comme on le sait, est sous influence, n'ait rien d'autre à faire que de reprendre des attaques contre le Maroc. Il semble qu'il faut bien voir que ce régime est aujourd'hui dans une impasse. Il est incapable de résoudre ses nombreux problèmes internes. C'est un système déconsidéré, coupé du peuple. C'est un système corrompu et il n'a aucune crédibilité internationale. Et en face, il y a l'exemple du Maroc. Le régime algérien ne supporte pas l'exception marocaine, un pays émergent, un pays crédible sur la scène internationale. Et c'est sans doute l'explication de ces campagnes contre le Maroc qui sont toujours sur deux fronts. Le front du séparatisme au Sahara marocain, où on sait que le régime algérien continue à encourager de plus belle les groupuscules séparatistes. Et puis maintenant, cette campagne de diffamation à propos de la lutte contre la drogue. Alors le Maroc a réagi mercredi à ces déclarations, mettant en garde contre les psychotropes dont l'Algérie demeurerait le principal pourvoyeur.
Oui, parce que alors que le Maroc est assez exemplaire dans la lutte contre le trafic de drogue, et vous l'avez rappelé dans votre reportage, et qu'il a une bonne coopération internationale, notamment avec la France, l'Espagne, le Portugal, au sein du groupe du G4 d'ailleurs, l'Algérie est peu coopérative en la matière de trafic de drogue, et au contraire, il semble que le régime algérien est de plus en plus impliqué à travers certains appareils sécuritaires ou autres, à travers aussi son satellite du Polisario qui est très lié aux narcotrafiquants, comme chacun le sait, qui viennent d'Amérique du Sud et qui sont très présents dans la région sahélienne. Et donc il y a tout un réseau mafieux, et l'Algérie est aujourd'hui aussi le plus important diffuseur de psychotropes en Afrique, et aussi l'un des plus importants de producteurs. Il y a des usines de production dans la région de Maghnia, et il y a même des sociétés d'État algériennes qui sont impliquées dans la production de ces comprimés qui sont des stupéfiants aux effets dévastateurs pour la santé publique, qui frappent d'abord les jeunes Algériens, parce que ces psychotropes sont mis sur le marché algérien, et puis qui frappent aussi, qui tentent de frapper le Maroc, puisqu'il y a un réseau de diffusion vers le Maroc qui est lié avec des trafiquants, bien sûr, des contrebandiers, mais qui bénéficie bien entendu de la complicité du régime algérien. Et très souvent, on a des preuves de ces tentatives de diffuser ces psychotropes vers le Maroc. Il y a même un journal algérien, La Nouvelle République, qui le disait en janvier dernier, en faisant état de trafic de psychotropes vers le Maroc dans la région de l'ouest de l'Algérie. À Casa, en mars dernier, on a arrêté un Algérien avec des milliers de comprimés de psychotropes. Encore récemment, la police marocaine a démantelé un réseau où il a découvert plus de 100 000 psychotropes dans la région de Rabat, et ces psychotropes venaient aussi d'Algérie. Donc il y a probablement une volonté du régime algérien de perturber le Maroc, de diffuser ces stupéfiants terribles pour affaiblir le Maroc, et tout cela relève des pratiques, il faut bien le dire, d'un État voyou. L'Algérie se comporte aujourd'hui comme un État voyou. Merci Monsieur Saint-Pro pour votre analyse. Vous étiez donc avec nous depuis Paris. Améliorer les relations entre la police et les citoyens et les étrangers, c'est l'objectif de la préfecture de police de Tanger. Elle a mis en place des ateliers de formation au profit de policiers occupant des postes d'accueil afin de faciliter la communication. Les détails avec Abdelmalek El-Akil et Amina Benralek. 120 policiers sont réunis dans cet atelier de formation. Pour les encadrer, la préfecture de police de Tanger a fait appel aux plus grands experts en communication. Objectif, améliorer les méthodes de travail de ces policiers qui sont en contact permanent avec les Marocains et les étrangers. Cette formation est destinée aux éléments des forces de sécurité. Elle cible les agents des points de passage frontaliers, les agents des sections d'accueil des Marocains et des étrangers et les chefs d'arrondissement. Pour la préfecture de police, il faut à tout prix développer les compétences des agents de sécurité pour qu'ils soient à la hauteur de la réputation du Maroc, celle d'une destination de choix pour les investisseurs et les touristes. Cette formation, c'est aussi la première étape d'une nouvelle stratégie sécuritaire. L'objectif est de moderniser les services de sécurité, mais aussi d'y apporter une nouvelle dynamique. Les citoyens seront mieux accueillis dans les différents postes de police et dans les points de passage frontaliers. Le Maroc veut mettre en place les bonnes conditions de renseignement et d'assistance dans les points de passage frontaliers, ces points de passage qui sont la façade du royaume. On termine avec cette innovation d'un jeune ingénieur marocain dans le domaine de la sécurité routière. Originaire de Larache, Ahmed El Arak a créé un système électronique qui permettra aux autorités compétentes de définir la nature des contraventions 24 heures sur 24 et partout au Maroc. Explication de Manal El Ardari et Taoufik Anasseri. Cette boîte paraît simple, mais il définira peut-être l'avenir de la sécurité routière au Maroc. C'est à Ahmed El Harraq qu'on doit ce nouveau système de prévention et de sécurité routière, un système à installer dans les voitures, les bus ou dans tout autre véhicule. Objectif, permettre aux autorités d'intercepter les différentes contraventions 24 heures sur 24 et dans toutes les régions du royaume.
Nous devons tous participer à la lutte contre les accidents de la route. C'est de là que j'ai eu l'idée de chercher une solution plutôt technique. Je suis ingénieur et notre pays a besoin de nous pour aller de l'avant. Les efforts de ces jeunes créateurs auront certainement un impact positif et permettront de réduire le nombre des accidents de la route et de protéger davantage les usagers de la route. Le prix national de la sécurité routière 2014 a été décerné à ce jeune innovateur, un élève ingénieur investi dans la lutte contre les accidents de la route. J'espère que les usagers de la route respectent la loi, sans avoir besoin d'une machine, d'un policier ou d'un gendarme pour les contrôler. Il faut que chacun change de conduite pour qu'on puisse tous lutter contre ce phénomène qui fait chaque année un nombre important de morts. Voici une initiative louable d'un jeune Marocain conscient de l'importance de la lutte contre les accidents de la route au Maroc. Ils font chaque année 4000 morts et causent des dégâts matériels estimés à 14 milliards de dirhams, soit environ 2% du PIB. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est l'heure maintenant de voyager. Nous allons tout de suite prendre des nouvelles de l'un de nos correspondants dans le monde. Et c'est avec grand plaisir que nous retrouvons ce matin Frédéric Autran en direct de New York. Bonjour Frédéric. Bonjour Alison, bonjour à tous. Alors vous allez nous parler ce matin de la situation explosive à Ferguson, une petite ville du Missouri secouée ces derniers jours par des émeutes qui avaient commencé après la mort d'un adolescent noir. Oui, il s'appelle Michael Brown, il avait 18 ans et il a été tué samedi dernier par un policier dans des circonstances qui restent encore assez floues aujourd'hui. D'après la police, il aurait essayé de s'emparer de l'arme d'un policier qui aurait alors ouvert le feu. Version contestée par plusieurs témoins qui affirment que le policier aurait fait feu sur le jeune homme à plusieurs reprises alors qu'il n'était pas armé. Ça, c'est une certitude, mais surtout qu'il avait levé les mains en l'air et malgré tout, le policier aurait tiré. Alors forcément, après ce drame dans cette ville à majorité afro-américaine, des manifestations pacifiques tout d'abord ont été organisées pour réclamer justice et puis des affrontements ont rapidement éclaté le soir entre dimanche et mercredi avec du côté des manifestants des jets de pierre, des cocktails Molotov et du côté des policiers des tirs de gaz lacrymogène un peu partout dans la ville. Alors vous le disiez Frédéric, la situation a été très tendue en début de semaine, à tel point que Barack Obama s'est exprimé hier sur le sujet. Quel a été le message du président américain ? Écoutez, la tonalité générale du message, c'était d'abord un appel au calme lancé à tous les acteurs. Aux manifestants, tout d'abord, Barack Obama a dit qu'il n'y avait aucune excuse pour les violences contre les policiers et que ceux qui profitaient de la situation pour se livrer à des pillages, eh bien, ils seraient évidemment poursuivis. Mais dans le même temps, le président américain a très clairement désavoué la police locale, la police de Saint-Louis, en expliquant que les policiers n'avaient pas d'excuses non plus quand ils utilisent la force de manière excessive contre des manifestants pacifiques. Or, c'est très clairement ce qui s'est passé à Ferguson avec un déploiement de force assez hallucinant. On a vu notamment des tireurs d'élite en treillis militaire avec le fusil à lunettes tourné vers les manifestants. Des images qui ont fait très rapidement le tour des réseaux sociaux et qui ont choqué Alison ici aux États-Unis. On a vu en effet ces images assez surprenantes de policiers extrêmement armés. Comment expliquer le fait que des polices locales dans des petites villes américaines aient de tels équipements ? Eh bien, figurez-vous que c'est la faute de l'armée américaine qui a le droit de recycler ses équipements militaires en les envoyant à des polices locales. C'est un programme qui existe depuis 20 ans, mais qui s'est accéléré avec évidemment le retrait des troupes américaines d'Irak et d'Afghanistan et tout le matériel qui va avec. Et la conséquence, eh bien, c'est que les polices locales se retrouvent avec un véritable arsenal de guerre, fusils d'assaut, véhicules blindés. On a vu tout ça dans les rues de Ferguson ces derniers jours et on se serait cru eh bien, dans les rues de Bagdad avec en plus ces images de gaz lacrymogène. Les policiers sont d'ailleurs aussi accusés d'utiliser des tactiques disproportionnées. Ces gaz lacrymogènes, on en parlait, mais aussi des grenades assourdissantes, des arrestations musclées. Bref, des méthodes qui ont attisé la colère des manifestants et qui ont conduit hier le gouverneur du Missouri à prendre une décision très rare. Il a relevé la police locale de ses fonctions. Elle a été remplacée par une police de l'État du Missouri dirigée par un officier noir qui, dès hier soir, est allé, lui, à la rencontre des manifestants en signe d'apaisement
d'apaisement. Le résultat d'ailleurs, Alison, ne s'est pas fait attendre puisque pour la première fois depuis 5 jours, les manifestations qui ont lieu cette nuit n'ont pas dégénéré et le calme semble donc être revenu pour le moment à Ferguson. Merci beaucoup Frédéric pour ce tour d'horizon de l'actualité chez vous. À la semaine prochaine. Tout de suite, on passe à la revue de presse. Taoufik Anasseri a sélectionné pour vous les articles les plus marquants de la presse nationale et internationale. Regardez.